Bonjour à tous, bienvenue sur Autocassette pour ce Face à la presse dédié à une toute jeune marque automobile, la marque DS. Bonjour Yves Bonnefond. Bonjour. DS, c'est l'une des 4 marques du groupe PSA avec Peugeot, Citroën et Opel. Vous êtes le directeur de la marque DS créée en 2014, dernier modèle sorti, la DS7 Crossback, dont nous parlerons tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, nous allons évoquer l'actualité et l'histoire de DS, modèle innovant et mythique lancé en 1955 et marque audacieuse apparue il y a donc 4 ans. Alors, quel positionnement aujourd'hui pour DS? Sur quel marché? Avec quel modèle? Voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels vont vous interroger Jean-Michel Normand, le journal Le Monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Christophe Bourou, RTL. Bonjour Christophe. Bonjour. Alexandre Guillet, l'Argus. Bonjour Alexandre. Et enfin Laurence Frost. Bonjour. Bonjour. Agence Reuters. Avant de vous entendre, je rappelle que vous connaissez parfaitement le sujet puisque vous êtes centralien, entré chez PSA en 1994. Vous en êtes parti pour faire du conseil chez Anderson et chez McKinsey avant de réintégrer PSA en 2012 comme directeur de la stratégie, puis directeur général adjoint de Citroën, vous connaissez parfaitement la marque, et donc DG de DS aujourd'hui. Qu'est-ce qui distingue DS aujourd'hui, à part le premium, qu'est-ce qui distingue DS de Citroën ? Alors j'allais dire tout. En fait, DS, c'est l'incarnation des savoir-faire français du luxe dans l'automobile. Ça, c'est un programme en soi. Et donc aujourd'hui, DS, c'est une espèce d'alchimie entre de la technologie d'un côté. Vous citiez DS7 Crossback, notre dernier modèle, c'est plus de 13 technologies qui sont en exclusivité sur ce segment dans notre voiture. Et puis, ces savoir-faire français du luxe qu'on traduit chez nous par ce que j'appellerais les belles matières et leur mise en œuvre dans la voiture. Et donc, c'est cette alchimie de la technologie et du raffinement des savoir-faire français qu'on met dans une voiture. Et ça, c'est unique. Donc vous dites pas premium, vous dites luxe à la française, c'est ça? On dit luxe à la française, absolument. Le positionnement de DS aujourd'hui, de la marque en général, c'est donc du haut de gamme. DS est la marque haut de gamme du groupe. Oui. Le groupe n'avait pas de marque premium. Il n'y avait d'ailleurs pas de marque premium française. Nous, on a pris le pari de créer une marque haut de gamme française. Et effectivement, on s'inspire directement du luxe. La France a la chance d'être aux avant-gardes dans le luxe dans tous les secteurs. Si je voudrais citer une marque de luxe, vous me citeriez probablement une marque française. Hermès, Vuitton. Et donc, dans tous les secteurs, sauf un, l'automobile. Et donc, nous, on a dit, il n'y a pas de fatalité. On y va et on crée, ou on recrée, parce qu'il y a eu beaucoup de marques automobiles très haut de gamme en France, et donc on recrée une marque automobile haut de gamme française. Jean-Michel Normand. Monsieur Bonnefond, on a souvent parlé ensemble de cette question. Est-ce que le luxe à la française est soluble dans l'automobile? Est-ce que l'aura des grandes marques françaises qui sont en dehors, évidemment, de l'automobile, est-ce que ces marques ne reposent pas sur une alchimie qui est extrêmement traditionnelle et qui est quand même assez loin de l'automobile? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire du passé table rase et créer une marque qui soit 100% innovante, comme l'a été DS à son époque? Et puis il y a une autre chose que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est dans vos voitures, il n'y a pas la moindre allusion, même subliminale, à la fameuse DS. Donc on a l'impression que parfois que c'est une construction un tantinet artificielle. Alors c'est amusant parce qu'en fait, vous, dans votre question, vous me dites un peu une chose et son contraire. Vous me dites qu'il faudrait faire table rase du passé, mais il faudrait quand même avoir quelques liens avec la DS de 55. Et en même temps, quand vous dites ça, quelque part, vous capturez vraiment ce qu'on veut faire avec DS. Parce que ce qu'on veut faire avec DS, c'est rester justement toujours innovant. Et c'est pour ça que la signature de la marque, c'est Spirit of Avant-Garde. Et donc, quelque part, notre lien avec la DS de 55, c'est le fait qu'on revendique l'idée d'être à l'avant-garde. Et c'est ça notre lien avec la DS de 55. Donc nous, on ne veut pas faire du rétro-design. On ne va pas vous faire la DS de 55 revisitée en 2000, je ne sais pas combien. C'est vraiment l'avant-garde. Alors, quand vous regardez, en fait, pourquoi, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, pourquoi le luxe français réussit dans le monde? Le luxe français réussit dans le monde parce qu'il y a un certain nombre de savoir-faire qu'on a, qui sont uniques dans notre pays. Et d'ailleurs, que ces grandes maisons dépensent, pour lesquelles ces grandes maisons dépensent beaucoup d'énergie pour les entretenir dans le temps. Quand on met dans une DS d'aujourd'hui un travail de métal guilloché, quelque chose qui a été inventé au XVIIIe siècle par Abraham Louis Breguet, le fondateur des montres Breguet,
et ben on construit, on perpétue ces savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise et sur lequel nous sommes uniques. Ce qu'on voulait, c'était créer notre propre territoire. Nous, on n'a pas créé DS pour aller se mettre dans la roue des Allemands, la roue des Japonais, etc. On n'a aucune chance. Les Allemands sont là depuis 200 ans. Donc on ne va pas aller les battre sur leur terrain. Donc on va aller les battre sur notre terrain. Et ce qu'on a choisi, c'est de se définir un terrain qui plonge dans les racines de ce qu'on sait faire, nous, les Français. Christophe Bourreau. Une question d'actualité. Alors, vous parlez de Premium, vous jouez beaucoup sur l'image. Or, il y a le Salon de Genève actuellement qui se déroule. Vous êtes absent. Pourquoi vous êtes absent? On peut comprendre pour des raisons économiques, mais pourquoi être absent d'un salon qui est le salon Premium par excellence, alors que vous voulez faire de l'image? On a une approche sur les salons automobiles qui est extrêmement rationnelle. Un salon automobile, c'est d'abord l'occasion d'aller à la rencontre des clients et de promouvoir la marque. Au même titre que le sport automobile l'est, nous on a choisi d'être en formule électrique parce que ça se court dans le centre des villes et que ça nous permet d'aller à la rencontre de nos clients même s'ils n'ont pas envie d'aller sur les circuits. Au même titre qu'une campagne média bien faite ou de l'événementiel bien fait. Et donc les salons automobiles rentrent pour nous dans la catégorie des moyens divers et variés qu'on a pour promouvoir la marque et la faire connaître. Et donc on a choisi d'aller dans les salons quand on a une actualité qui est extrêmement puissante au moment du salon et de faire en fait quelque part des premières mondiales à chaque fois qu'on va quelque part. Donc l'année dernière on était à Genève pour présenter DS7 Crossback en première mondiale. Cette année on est en plein milieu du lancement commercial de DS7 Crossback et donc pendant que le salon de Genève battait son plein si je puis dire avec les journées presse, moi j'étais dans le réseau avec nos concessionnaires en Belgique, hier en Italie, sur le lancement de DS7 Crossback avec des opérations de terrain et de proximité auprès de nos clients. Vous ouvrez un DS Store par jour ? Absolument. La spécificité de DS, c'est que on crée un peu tout en même temps. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans la phase où tout ce plan stratégique, toutes ces initiatives qu'on a créées depuis mi-2014, au moment où on a annoncé qu'on créait DS, elles arrivent tout en même temps dans la réalité. Donc on lance DS7 Crossback, première DS de deuxième génération, la première voiture dont on a donné le premier coup de crayon après avoir décidé de créer la marque. Donc quelque part la première DS qui incarne tout ce qu'on veut faire avec la marque. Et en même temps, on lance le réseau. Et on a pris un grand soin à synchroniser les deux. Et donc au mois de février, c'est même presque 2 concessions par jour qu'on a ouvert dans le monde. On en a ouvert 54 au mois de février. On continue sur ce rythme en mars. On en aura 400 bientôt dans le monde. Alexandre Guillet. À propos de salon, il y a bientôt un gros salon chinois qui va se tenir. Alors j'ouvre un peu la boîte de Pandore, mais comment vous expliquez l'effondrement, pas seulement de la marque DS, du groupe PSA en Chine, et comment vous allez vous en relever, parce que c'est quand même se couper d'un marché de plus de 20 millions d'unités, et pour le moment c'est redevenu complètement embryonnaire. Ça l'a quasiment toujours été, mais là c'est catastrophique de perdre autant de parts de marché et de ventes unitaires. Alors, je ne vous dirais pas qu'on est content de ce qu'on fait en Chine. On n'est pas content de ce qu'on fait en Chine. Ça, c'est une évidence. Ceci dit, dans le cas pour ce qui est de DS, on travaille avec notre partenaire pour reprendre un départ en Chine qui soit extrêmement solide. Donc, on a signé l'année dernière, au mois de juin, un nouveau partenariat stratégique avec Changan, qui est notre partenaire pour DS en Chine, qui a un certain nombre de volets, un volet industriel, des éléments produits, des éléments qui touchent également des exports de la Chine vers d'autres régions d'Asie, donc quelque chose de vraiment large, et on va là lancer DS7 Crossback sur le marché chinois, à l'occasion d'ailleurs du salon de Pékin qui arrive, et donc ça va être effectivement l'occasion pour nous d'un nouveau départ avec des bases de business model assez différentes de celles qu'on avait pris au moment du premier démarrage de DS en Chine, puisqu'on l'avait fait beaucoup avec des véhicules qui étaient dédiés au marché chinois. Là, on vient avec des véhicules mondiaux, des véhicules qui sont beaucoup plus technologiques, et on vient avec un business model changé pour notre joint venture, puisque au lieu de dédier l'usine de Shenzhen uniquement à DS, on y fabriquera également quelques véhicules pour Changan, ce qui va rendre l'équation économique de l'ensemble bien différente de ce qu'elle était ces dernières années. Donc on a changé assez profondément en réalité les bases de notre business en Chine, de façon à pouvoir effectivement améliorer la performance dont on n'avait absolument pas satisfait. Laurence Frost. Oui, avec les ventes à moins 39% l'année dernière, est-ce qu'on voit dans la répartition de ces ventes un peu les graines d'une éventuelle reprise? Et si on regarde les marchés qui sont aussi en train de rebondir, comme la Russie par exemple, et la question principale, est-ce que
l'année 2018, c'est l'année du rebond pour DS, ou est-ce que ça doit attendre plus longtemps? Alors effectivement, on a des ventes qui ont baissé en 2017. Elles ont baissé à peu près conformément à notre plan stratégique. On savait très bien que l'année 2017 sera une année, je vais dire, difficile pour DS, pour la simple et bonne raison que comme on a créé la marque en 2014, à ce moment-là, on avait deux choix. On avait une option qui était de dire, on prend des voitures existantes du groupe, on les bricole et on dit c'est des DS et on lance un certain nombre de nouveaux modèles un peu rapidement. On avait une deuxième option qui était de dire, non, on fait une vraie DS. Et donc, on a une voiture où, certes, on utilise un certain nombre de composants du groupe, mais on exprime pleinement ce qu'on veut faire avec la marque. Et donc, on démarre immédiatement, après la création de la marque mi-2014, le développement de cette voiture. C'est l'option qu'on a choisie. Je pense que c'est la bonne option. D'abord, j'y suis conforté par les feedbacks qu'on a, les retours sur DS7 Crossback, où on nous dit, oui, il y a un vrai saut. On voit bien le saut dans cette voiture par rapport à ce que le groupe faisait avant. DS7 Crossback est probablement la voiture la plus haut de gamme que le groupe ait jamais fait. Et donc, effectivement, les 3 ans qui ont suivi de 2014 jusqu'à 2017, avant l'arrivée de cette deuxième génération de produits, ont été des années commercialement difficiles. Ceci dit, c'est important de noter qu'on a commencé à ouvrir des DS Stores avant de lancer DS7 Crossback. Et moi, ce que j'observe dans mes chiffres, quand je regarde point de vente par point de vente, c'est qu'au dernier trimestre de l'année 2017, dans les DS Stores, nos ventes ont progressé. Et donc, ça, on voit bien que quand on met les produits, DS3, DS4, DS5, sur lesquels on a fait un certain nombre de mises à jour, dans un environnement qui correspond à ce qu'est la marque, un DS Store, eh bien la dynamique commerciale est en place. Alors ça suffira pour inverser la tendance volume cette année pour vous? Quelle est votre prévision? Écoutez, je pense qu'on fera une année 2018 bien meilleure que l'année 2017, mais j'ai un biais qui est que je ne veux surtout pas piloter la marque DS par les volumes. L'industrie automobile est une industrie où tous les mois, les chiffres d'immatriculation sont publiés et donc immédiatement tout le monde les regarde et dit « Ah, mais alors, qui a gagné, perdu ce mois-ci, etc. » Nous, on est en train de construire une marque. Construire une marque, ça prend 15 ans. 15 ans parce qu'il faut 2 cycles produits. Une voiture, ça reste 7 ans dans le marché, il faut 2 cycles produits. Si vous regardez combien de temps une marque comme Audi a mis à se créer, elle a mis 15 ans. Si je vous demandais de citer une marque récente, vous me citeriez peut-être Premium récente, vous me citerez peut-être Infiniti, Lexus, peut-être Tesla. Infiniti et Lexus s'est créé la même année en 1989. Il y a 28 ans. Et on a l'impression dans l'imaginaire collectif que ce sont des marques récentes. Tesla s'est créé en 2004. Annoncé en tout cas en 2004. Voiture dans les 18 mois qui ont suivi. Donc vous voyez, cette constante de temps de l'industrie, elle est absolument énorme. Et donc si vous voulez, on a mis le business model de DS de façon à être à l'abri de la pression des volumes. Donc moi, je ne fabrique pas de voitures dans des usines dédiées, à l'exception jusqu'à présent de la Chine, mais on vient de l'évoquer, j'ai changé le business model justement pour ça, pour ne pas être sous une pression de volume du court terme. Mais PSA a les reins solides pour pouvoir assumer que pendant quelques années, une marque ne fasse pas de profit, même des pertes. Est-ce que vu le contexte économique est extrêmement serré, avec les coûts qui sont resserrés de partout, est-ce que c'est viable économiquement? Est-ce que vous pensez que ça va durer? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que DS ne fait pas de pertes. DS gagne de l'argent. Et c'est justement un des points forts. Ça fait partie du business model, en fait. Si on veut être capable de s'installer dans la durée pour construire la marque sereinement, il faut qu'on ne soit pas soumis à la pression du quotidien. Donc, pas soumis à une pression de volume de court terme. Et il faut qu'on soit raisonnablement profitable, de façon à ne pas être une source de perte pour le groupe. Mais c'est Carlos Tavares qui vous a dit « on a 15 ans devant nous » pour DS? Alors, Carlos Tavares m'a même dit qu'il faudrait 30 ans pour construire DS. Il l'a rappelé aux résultats du groupe il y a quelques semaines. Après, Carlos Tavares est un homme exigeant et plein d'ambition. Et donc, évidemment, qu'il veut voir DS progresser mois après mois, trimestre après trimestre. Mais on est d'accord ensemble, Carlos Tavares et moi, et l'ensemble des membres du comité exécutif, que c'est une aventure de 30 ans. Je dis quelquefois aux équipes de DS, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour la génération de managers qui viendra après nous. Et c'est la réalité. Et donc, il faut qu'on en soit bien conscient et qu'on bosse dans ce sens-là. Il y a quand même un problème qu'il faudrait régler rapidement, c'est vous parlez du cycle de produit, c'est le plan produit, parce que DS a fait quand même un démarrage pratiquement sur les chapeaux de roue dans les années, au début des années 2010, et puis il y a eu la crise de PSA qui vous a
totalement coupé votre élan. Ça fait 4 ans que vous n'aviez pas sorti vraiment de nouveaux modèles. Donc ça, je pense que vous mettrez effectivement peu de pression si vous sortez un modèle tous les 4 ans. C'est pas votre objectif. Je crois que vous avez dit que vous sortiez un modèle tous les ans. Est-ce que vous allez vraiment vous y tenir? Parce qu'on voit par exemple la DS3 qui était la figure emblématique de DS, de départ, et qui a été et qu'on voit vieillir depuis des années. C'est un peu désespérant, mais bon, vous n'avez pas eu les moyens financiers de la renouveler plus vite. Est-ce que là, vous allez vraiment vous tenir à un plan produit? Je crois que c'était une voiture nouvelle par an, mais une vraie nouvelle par an. Est-ce que vous allez vraiment vous y tenir? Et profitez-en pour nous redonner l'ensemble de la gamme aujourd'hui, pour ceux qui, tout le monde ne connaît pas, DS3, DS4, DS7, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, la gamme, elle se compose de DS3, DS4, DS5, qui sont les DS de première génération qu'on avait lancés à partir de 2010, en tant à l'époque que ligne de produits de Citroën, qu'on a ensuite modernisé. On a mis des nouvelles boîtes, des nouveaux moteurs, plus de technologie au moment de la création de la marque DS, mais c'est des voitures qui étaient nées quelque part comme ligne de produits Citroën. Aujourd'hui arrive DS7 qui vient compléter la gamme et d'ailleurs la coiffer comme première DS de deuxième génération. Et j'expliquais tout à l'heure le choix qu'on a fait de préférer prendre notre temps. Ça prend 3 ans et demi pour développer une voiture, pour avoir une voiture qui soit une DS de deuxième génération et pas quelque chose de bricolé. Et à partir de maintenant, je voudrais vous rassurer, Jean-Michel, nous allons lancer effectivement une voiture par an avec une gamme DS qui sera une gamme à 6 modèles. Et donc, le plan produit de DS aujourd'hui est réglé comme un métronome et j'y prends une attention particulière de façon à ce que les choses ne se décalent pas. On sait que toujours il y a des avatars de la vie qui font que les voitures ont tendance parfois à se décaler. On est extrêmement attentif à ce que le plan produit de DS reste calé sur une voiture par an. DS5, ça va s'arrêter, si c'était déjà fait. Toutes les voitures finissent par s'arrêter, donc ça sera aussi le cas de DS4 et de DS5 et de DS3 un jour, mais je peux vous dire qu'à partir de maintenant, ça sera une voiture par an et on y veillera. Et vous croyez en cette voie alternative d'une gamme assez resserrée par rapport à une concurrence allemande, pour ne pas la nommer, qui au contraire multiplie les silhouettes, qui mixte des segments entre eux, qui multiplie l'offre de motorisation. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver justement votre voie avec cette identité un peu spécifique? Ce qui est important, c'est d'établir et de faire croître notre marque. Nous, on pense qu'avec 6 modèles qui couvriront du segment B jusqu'au segment D, avec des SUV et des berlines, on va couvrir, alors des berlines, on va dire, évoluer dans cet esprit plus cross, qui est celui qu'on voit maintenant apparaître sur le marché et que nos clients attendent. On pense qu'on a la taille critique pour installer la marque DS. Ça va nous mener, on lance une voiture par an, on a 6 modèles, donc ça va déjà nous prendre 6 ans. Et puis ensuite viendra la deuxième ou la troisième phase de développement de la marque, et là on verra quel sera le plan produit à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura plus petit que DS3 et plus gros que DS7 ? Alors je vous ai dit que ça couvrirait du segment B au segment D, et je pense que je ne vais pas être capable d'en dire beaucoup plus aujourd'hui. Avec tout sur l'électrique, est-ce que vous allez être dans le groupe la marque qui va vraiment être du 100% électrique sur tous les modèles ? Alors on a mis l'électrique au cœur de la marque DS. C'est pas pour rien qu'on s'est engagé en formule électrique que j'évoquais tout à l'heure comme discipline sportive. Et donc on a décidé que tous nos modèles auraient une version électrifiée. Ça va être le cas bientôt avec DS7 qui aura sa version hybride rechargeable, qui sera effectivement le lanceur pour le groupe de cette technologie. Ça, c'est l'année prochaine. Ça, ce sera en 2019, absolument. Et puis, ensuite, on aura tous nos modèles avec une version pure électrique ou une version hybride rechargeable, et même sur certains modèles, on aura les deux versions. La raison pour laquelle on a fait ce choix, c'est que je crois personnellement dans le plaisir de conduire qu'apporte l'électrique. Et donc, à chaque fois, en fait, nos motorisations électriques viendront coiffer la gamme. Sur DS7 Crossback, notre version hybride rechargeable, c'est un 300 chevaux 4 roues motrices qui, croyez-moi, j'ai roulé les premiers protos, donne vraiment un plaisir de conduire à une voiture exceptionnelle. Ça, c'est pour quand, l'hybride ? 2019. 2019, pas de pression. Vous pouvez nous parler des commandes de DS7 Crossback à ce jour? Alors, quel est le niveau par rapport aux attentes? Donc, on est exactement en ligne avec les objectifs de commande qu'on s'est fixés. C'est combien? On voit, alors pareil, je communique jamais sur mes chiffres parce que je veux pas me retrouver demain matin sur la pression des volumes, parce que ça me conduit à faire des choses qui sont pas les bonnes choses pour construire la marque. Et donc, je m'interdis de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en ligne avec l'objectif qu'on s'était fixé. La France prend un excellent départ. L'Espagne prend un excellent départ. L'Italie, où j'étais hier,
j'ai rencontré des concessionnaires qui venaient de recevoir les voitures et qui étaient extrêmement motivés. J'étais en Belgique pour le salon de Bruxelles où on a dépassé l'objectif de commande qu'on s'était fixé pour le salon de Bruxelles en janvier. Donc vous voyez, on est parti. Connaissez-vous Pardon. Ce sont quel type de clients que vous... Parce que j'imagine que vous faites connaissance là, avec des nouveaux clients et avec des nouvelles reprises aussi, des véhicules que vous n'étiez pas forcément, ou que les opérateurs n'étaient pas forcément habitués à traiter et à revendre ensuite. Alors ça dépend beaucoup des points de vente. Si je prends l'exemple du DS World Paris à 2 pas d'ici rue François 1er, qui est un peu notre ambassadeur et notre vaisseau amiral, on y fait 95% de compte quête, donc 80% sur des marques premium. Dans d'autres points de vente qui sont plus traditionnels, on a pas mal de clients, d'anciens clients du groupe, des gens qui roulaient en C6 à un moment, qui reviennent voir. Mais on fait beaucoup de conquêtes partout. On a un prix de vente moyen sur le portefeuille de commande qui est à un peu plus de 50 000 euros. Et donc, on est vraiment sur le segment qu'on visait. Et quelle est la pénétration diesel là-dedans ? Alors on est aujourd'hui sur le portefeuille de commande à peu près à 60% de diesel, 40% d'essence, ce qui est beaucoup pour le segment parce que dans le CSUV, traditionnellement, on est plutôt aux alentours de 75-77% de diesel, donc on a plutôt pas mal d'essence. Est-ce qu'on voit là le début d'un frein avec ce qui arrive sur le diesel qui pourrait poser problème pour ce lancement, pour ce modèle critique ? Alors, ça pose pas de problème pour le lancement parce que on a une voiture qui est bien motorisée en diesel, bien motorisée en essence, parce que les deux premières versions qu'on lance sont le 180 chevaux diesel, 400 Nm, qui est un excellent moteur, avec sa boîte très bien épaulée par sa boîte automatique 8 vitesses, qui est une boîte de toute dernière génération, qui est vraiment très agréable à conduire. Et côté essence, on a le 225 chevaux, avec la même boîte de vitesse 8 vitesses, et les deux versions sont vraiment très agréables, et d'ailleurs on voit que les clients effectivement sont plutôt sur 60-40. Vous comptez sur une substitution du plug-in à terme pour les diesels dans ce mix? Alors le plug-in, ça va être une nouvelle offre. Donc sur le plug-in, on a évidemment un prix d'achat qui est un peu plus élevé parce qu'il y a une batterie et que c'est assez coûteux. Après il y a des économies à l'usage parce qu'évidemment quand on recharge la nuit, pour les clients qui le font, ils font une économie importante de carburant, surtout pour ceux qui roulent en ville, c'est moins vrai sur autoroute. Mais nous on pense que les clients qui vont acheter le plug-in chez nous, c'est surtout des clients qui ont envie de se faire plaisir avec la motorisation haut de gamme du véhicule. Et donc c'est vraiment le positionnement qu'on prend. L'hybride rechargeable, c'est pour le plaisir. Et l'écart de prix, pardon, dernière question? À peu près 10 000 euros entre la version essence et la version hybride rechargeable. Jean-Michel. Monsieur Bonnefond, est-ce qu'il n'y a pas un concurrent un peu inattendu qui risque de vous faire un peu de tort? C'est Peugeot. Qui, vous arrivez, vous vous présentez comme une marque premium, mais vous le dites vous-même, vous avez tout à prouver. Vous avez quand même dans le groupe une marque qui ne se considère pas a priori comme premium, mais qui est en train d'arriver lancée, si j'ose dire, avec sur notamment le segment un petit peu de la DS7 Crossback, je veux dire 3008, 5008, des voitures qui ont des mix absolument faramineux. En clair, Peugeot est en train de monter en gamme. Est-ce que cette marque ne risque pas d'aller un peu plus vite que vous ? La marque Peugeot connaît un succès remarquable en ce moment, en particulier effectivement avec 3008 et 5008 qui sont d'excellentes voitures. Si vous faites l'essai d'une 3008 et d'un DS7 en simultanément, bien sûr je l'ai fait, je suis sûr que vous l'avez fait aussi, il y a une différence. Vous verrez que c'est deux univers différents, qu'en termes d'équipement, en termes de confort, c'est des voitures qui ne sont pas dans la même catégorie et ça se voit tout de suite. Donc je pense que la force du groupe, c'est de savoir maintenant gérer un portefeuille de marques. C'est quelque chose sur lequel historiquement le groupe n'a pas été toujours très bon entre les marques notamment Peugeot et Citroën dans les années lointaines, je repense aux années Calvet, enfin on remonte loin dans le temps, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé au moment du redressement du groupe en 2012. À l'époque où j'étais directeur de la stratégie, vous le rappeliez tout à l'heure, c'était un des éléments clés de la stratégie. Comment PSA va faire pour gérer un portefeuille de marques. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de faire de DS une marque. Et on l'a fait en ayant une vision très claire de comment les différentes marques du groupe, à l'époque les 3 marques du groupe, allaient s'articuler. Et je pense d'ailleurs que ce savoir-faire qu'on a développé à cette occasion, aujourd'hui, va nous aider énormément pour intégrer la 4e marque du groupe qui est Opel Vauxhall.
Est-ce que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Jean-Michel, est-ce qu'il n'y a pas un côté méthode Coué dans DS? Alors je me fais l'avocat du diable, mais sur quoi vous allez nous persuader, nous consommateurs, que DS c'est mieux que Audi, que Tesla, etc. Parce que le luxe à la française très bien pour les sacs à main ou pour la haute couture, mais pour la voiture, franchement, est-ce que ça c'est un argument qui, selon vous, alors en termes de com on l'a bien compris, mais est-ce que c'est vraiment on va dire efficace? Est-ce que vous sentez que c'est un argument sur lequel vous pouvez appuyer, parce qu'il y a aussi la technologie sur laquelle les gens sont sensibles? Est-ce que c'est vraiment l'argument qui, selon vous, peut faire mouche auprès du grand public? Alors aujourd'hui, on a construit la marque sur 4 marqueurs de marque. Et donc le luxe à la française, le raffinement, les matériaux, etc. c'est un des 4 marqueurs de la marque. On en a aussi 3 autres. On a effectivement la technologie, vous le rappeliez. Une voiture haut de gamme, c'est d'abord un objet extrêmement technologique. Et aujourd'hui, DS7 Crossback est extrêmement technologique. Si vous comparez aujourd'hui DS7 Crossback à ses concurrentes du segment CSUV, que ce soit Q3, X1, DS7 Crossback objectivement a plus de technologie que ses concurrentes allemandes. Par exemple, caméra lecture de route. Par exemple, de la vision de nuit qui n'est pas offerte du tout dans ce segment par nos concurrents. Il faut aller chez BMW 2 segments au-dessus pour la trouver. Par exemple, DS Advance Suspension qui est un système qui couple en fait une caméra qui lit la route et un réglage de la raideur de l'amortissement en temps réel qui est quelque chose qu'on a d'unique. Le plus proche, ça se trouve sur une Mercedes Classe S, donc on voit qu'on est dans un autre segment. Et on pourrait en citer comme ça. Donc, ne serait-ce que DS Connected Pilot, qui est notre solution de première étape de conduite autonome de niveau 2, qui est aujourd'hui objectivement meilleure que celle de nos concurrents allemands, y compris les véhicules qui viennent de sortir. J'ai fait l'essai d'un certain nombre de véhicules qui ont été présentés, qui sont lancés en ce moment à Genève. Je peux vous dire que notre système est meilleur que celui offert par nos concurrents. Donc c'est une voiture qui est extrêmement technologique. Donc la technologie est au cœur de la marque DS. Ensuite, le confort est au cœur de la marque DS, parce que ça c'est notre héritage. La DS de 55, c'est sans doute la voiture la plus confortable au monde. Et donc cette suspension qu'on évoquait à l'instant, elle est notre héritage, elle fait partie de notre ADN. Et puis le dernier élément, c'est ce qu'on appelle chez nous l'avant-garde du design. L'avant-garde du design, c'est l'idée que sur une DS, il y a toujours un truc qui vous accroche l'œil. Sur DS7 Crossback, c'est les projecteurs à l'avant qu'on a voulu magiques, qui tournent à 180 degrés, qui accueillent le conducteur et qui en plus fonctionnellement offre l'une des meilleures prestations d'éclairage de nuit du marché. Est-ce que les Chinois sont sensibles à tout ce que vous venez de dire? Même les Chinois à fort pouvoir d'achat et qui veulent ce segment. Est-ce que c'est différenciant pour eux par rapport à une BMW, une Mercedes? Alors, les Chinois sont extrêmement attachés à la marque. Et donc, effectivement, il y a, je dirais, un prestige des marques premium établies en Chine qui existe et qui fait le succès de nos concurrents. En même temps, les Chinois sont de plus en plus en fait soucieux de se différencier. On voit actuellement une classe chinoise moyenne supérieure qui se développe à grande vitesse. Cette classe va pratiquement doubler dans les 5 années qui viennent. Donc on parle là de plusieurs dizaines de millions de consommateurs. Et ce sont des gens qui ont en fait envie d'un peu de rupture avec le passé. Et je pense que ça, c'est un atout, une carte que nous pouvons jouer en Chine. Nous sommes des nouveaux venus, il faut le dire. DS, oui, la notoriété, c'est zéro là-bas. Notoriété de DS. Notoriété spontanée en Chine, 2%. Notoriété assistée, 72%. Parmi les clients premium, pas la population générale. Je parle ici des acheteurs de véhicules premium. Donc, effectivement, on est une start-up. Mais être une start-up à un moment où l'industrie automobile connaît les changements qu'elle connaît, avec l'électrique, avec la conduite autonome, c'est une chance extraordinaire. Parce que nous, on peut aller se positionner directement en fait, sur le terrain des voitures qui viennent. C'est pour ça qu'on a mis l'électrique au cœur de DS. C'est pour ça qu'on a mis DS Pilot au cœur de notre marque également. Et vous verrez sur tous les véhicules qu'on va lancer que nous aurons des fonctions de conduite autonome qui seront en permanence le meilleur savoir-faire de l'industrie. Est-ce que vous vendez de la marque française sur toute la déclinaison de vos technologies? Je pense au système audiofocal, qui est un système assez remarquable, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'il est important pour vous que ce soit un système audio non anglo-saxon, français? C'est important. C'est pour ça qu'on a choisi Focal. Il y a au sein de Focal une gamme particulière, qui est la gamme Electra,
qui est particulièrement haut de gamme et qu'on a sur DS7 Crossback. Et je peux vous dire que c'est un plaisir d'être dans sa voiture avec Focal Electra. On a 18 haut-parleurs dans le véhicule, une qualité de son exceptionnelle, une clarté en fait du son exceptionnelle. Moi j'adore réécouter un certain nombre de mes musiques préférées et je découvre des sons que je n'avais jamais entendus. Vous auriez pu choisir des constructeurs, encore une fois, anglo-saxons, danois. Non, on a choisi Focal voilà. Parce qu'ils sont excellents et qu'ils sont français. Et vous n'avez pas pu vous associer, puisque vous revendiquez le luxe à la française, avec des marques françaises de haut de gamme reconnues internationalement. Ces gens-là ne se méfient un peu de l'automobile? Alors on l'a fait à l'occasion de Concept Car, on l'a fait notamment sur Divine DS, où on a travaillé avec la maison Le Sage, qui a fait un certain nombre qui a contribué à l'intérieur de la voiture, et je pense que dans l'avenir on sera amené à le faire de plus en plus. Sur des voitures de série c'est compliqué, parce que l'automobile est une industrie qui est sous forte pression de coûts, donc on le fait à travers des Concept Cars, en tout cas pour l'instant. Et puis ces grandes marques n'ont pas forcément toujours envie de faire du cross-branding, hein. Alors elles ont une identité qui est extrêmement forte, elles y sont très attentives et elles ont bien raison, parce qu'une marque haut de gamme c'est d'abord une identité, un univers extrêmement fort, donc effectivement elles sont toujours très attentives dans des discussions de co-branding sur comment on associe les marques. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que dans l'esprit de Carlos Tavares, vous n'étiez pas le chouchou de la famille avant le rachat d'Opel? Est-ce que la donne n'a pas changé depuis le rachat d'Opel? Alors d'abord, je peux vous dire que il n'y a pas de chouchou, et c'est amusant parce que Carlos nous le dit souvent au patron de marque, à chaque fois qu'on est réunis, il nous dit « j'aime autant tous mes enfants ». Voilà, c'est son expression. Oui. Et je pense que c'est vrai. Carlos est un passionné d'automobile et il attache beaucoup d'importance à la différenciation des marques. Et donc la seule chose qui lui importe, c'est qu'en fait chaque marque trouve son territoire et son succès sur son territoire. Et il nous pousse en fait en permanence à nous différencier et à exprimer toujours plus fort et plus clairement notre territoire. Mais justement, cet équilibre a dû changer un peu avec l'arrivée d'Opel. Est-ce que pour vous, cet ajout, ça fait qu'on a plus ou moins besoin d'une marque de luxe? Opel est une excellente marque généraliste. Elle a dans ses gènes d'être une marque allemande. Oui. Et donc elle vient compléter le portefeuille de marque. Un petit peu Peugeot aussi. Donc elle vient compléter avec son caractère allemand le portefeuille de marque du groupe. Le caractère allemand qui va rester, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de l'effacer. Hein. Bien sûr, bien sûr, c'est l'ADN d'Opel, et donc on va même plutôt chercher, comme on le fait pour les marques historiques du groupe, à renforcer l'ADN de la marque Opel. Et par contre, DS restera la marque premium et haut de gamme du groupe. Et justement, avec des ventes qui vont se faire de plus en plus sur Internet, puisque vous êtes à l'avant-garde, vous avez ces fameux stores. Est-ce que vous allez développer ce type de vente qui est quand même très peu développé? Oui, alors absolument, on le fait déjà d'ailleurs, puisque quand on a, après avoir présenté DS7 Crossback à Genève, on a immédiatement ouvert des commandes en ligne, et on a un certain nombre de clients qui ont passé commande de DS7 dès le salon de Genève l'année dernière et qui attendent impatiemment d'ailleurs d'être livrés. On est en train de pouvoir maintenant seulement livrer les premiers. Et on va continuer à le faire. Dans nos showrooms, on a décidé d'avoir peu de mètres carrés. Donc un DS Store aujourd'hui, c'est 250-300 mètres carrés. C'est pas une cathédrale automobile, c'est plutôt inspiré, on va dire, d'une boutique de luxe. C'est très digitalisé. Vous avez de la réalité virtuelle qui vous permet de voir la voiture, de configurer tous les intérieurs, les roues, les couleurs, tout ce que vous voulez. Donc c'est extrêmement digitalisé. Et ce qu'on veut, c'est un parcours continu en fait du digital dans le point de vente. Avec pour le client la possibilité de faire éventuellement des allers-retours. Donc le client il peut commencer chez lui, configurer une voiture, il va en point de vente la voir, il part avec une offre, il rentre chez lui, il l'accepte. C'est la fin de la concession classique? C'est un travail complètement symbiotique entre la concession et les ventes en ligne. Alors on n'est pas là aujourd'hui, mais c'est ça notre vision et on y travaille dur pour le faire arriver le plus vite possible. Or la Chine, quel est votre marché, votre objectif à l'export? Alors, on a un pays qui est amusant, qui marche très bien à l'export, qui vient de démarrer, qui est l'Iran. C'est un pays un peu étonnant, mais aujourd'hui, le DS Store de Téhéran est le DS Store au monde qui a enregistré le plus de commandes de DS7. C'est extraordinaire, oui, c'est assez inattendu, effectivement. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il ne manque pas dans le groupe PSA une petite touche de marque un peu sportive? Est-ce que vous pourriez l'endosser, ça? Parce que quand on regarde le catalogue des marques, c'est vrai que vous êtes en plus dans Formula E. Est-ce que c'est pas un peu à vous d'endosser les valeurs un peu sportives dans Parce que Carlos Tavares aimait beaucoup Alpine, qui était l'un de ses bébés à une autre époque. Hein? Absolument.
Alors, le caractère de DS, c'est des voitures bien motorisées, mais extrêmement confortables. Et donc, nous, on n'a pas tellement vocation à être dans l'univers du kart. Ça, c'est d'ailleurs presque plutôt l'univers de Peugeot, avec son petit volant, son cockpit Peugeot. Nous, on a vraiment vocation à être dans la voiture très bien motorisée, plaisir. Nos 300 chevaux de DS7 Crossback, c'est une voiture qui est un plaisir à conduire, mais je la qualifierais pas de voiture sportive. C'est une voiture très confortable. C'est pas une voiture avec un siège baquet dans lequel on est sanglé. C'est une voiture dans laquelle on est extrêmement confortable. Mais quand on appuie sur l'accélérateur, je peux vous dire que ça file. Il n'y aura pas d'Alpine chez Citroën. Chez DS, en tout cas, non. Oui, chez DS, oui. C'est un lapsus révélateur. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Ça sera le mot de la fin pour 2018, puisqu'il n'y a pas d'objectif chiffré. Eh bien, je pense qu'il faut nous souhaiter pour 2018 de porter haut les couleurs de l'industrie française et de pouvoir avoir au niveau mondial une marque française haut de gamme qui soit reconnue comme telle, comme un concurrent à part entière de tous les premiums établis. C'est ça qu'il faut nous souhaiter. Merci Yves Bonnefond, directeur de la marque DS, qui était l'invité de ce Face à la Presse. Merci. Merci à bientôt beaucoup. sur Autocassette.